Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Théodorin Obiang face à la Cour de justice internationale. Le fils du président de la Guinée équatoriale a été condamné la semaine dernière par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des biens mal acquis. La justice française a également ordonné la confiscation de ces biens. Un hôtel particulier pose problème. La Cour de justice internationale doit statuer. Les détails dans ce journal. Cette nouvelle attaque au Burkina Faso, les terroristes ont ciblé le village de Panzi dans la province du Yanga, dans le nord du pays. Le bilan est lourd, 24 morts et 18 blessés. Notre correspondant à Ouagadougou, Khalid Doussi, nous en dira plus dans un instant. Et on va parler également de la mort suspecte du chanteur de gospel rwandais Kizito Mihigo. Il a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. La police évoque un suicide. Il avait été arrêté la semaine dernière dans le sud du pays pour avoir, selon les autorités, tenté de se rendre au Burundi. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort. La correspondance à Kigali dans cette édition. Théodorin Obiang n'en a pas fini avec la justice. Le fils du président équato-guinéen a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende dans l'affaire des biens mal acquis. La justice française a également ordonné la confiscation de ces biens. Parmi eux, un hôtel particulier, avenue Foch à Paris. C'est sur cette bâtisse que la Cour de justice internationale doit statuer. Axel Simon nous explique pourquoi. L'enjeu de l'affaire portée devant la Cour internationale de justice concerne le statut de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris. Les juges de la CIJ doivent déterminer si l'hôtel particulier de 4000 m² est la propriété de Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président, ou si ce bien appartient à l'État équato-guinéen en tant qu'ambassade du pays en France. C'est du moins ce dernier argument qui est avancé par les avocats du pays, ce qui rendrait cet immeuble insaisissable. Le représentant de la Guinée équatoriale dénonce un traitement discriminatoire de la France. La France a soumis mon pays à un traitement totalement arbitraire et discriminatoire, et par conséquent contraire au droit international. L'immeuble de l'avenue Foch a pourtant été confisqué en 2012 sur ordre de la justice française, dans le cadre du procès des biens mal acquis, toujours en cours à Paris, qui vise Théodorin Obiang et concerne des biens estimés à plus de 160 millions d'euros. La semaine dernière, il a été condamné par la Cour d'appel à Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds et abus de confiance entre 1997 et 2011. Mardi, ce sera au tour de la France de présenter ses arguments. Les audiences des deux parties sont prévues toute la semaine. La décision n'est pas attendue avant plusieurs mois. La tournée africaine du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il a quitté Luanda ce lundi soir pour Addis Abeba où il vient d'arriver. Son prédécesseur, Rex Tillerson, avait été limogé par Donald Trump alors qu'il était en pleine tournée sur le continent. Le message envoyé avait été très mal perçu. On va voir justement quels sont les enjeux de ce voyage en Afrique avec Bilal Tarabé. Des soldats américains dans un bateau de la marine française à l'abord des côtes de Djibouti. L'armée américaine est l'une des premières puissances militaires étrangères sur le continent africain. En fonction des chiffres, il y aurait de 6 000 à 7 200 soldats américains en Afrique, répartis sur 34 bases dans 15 pays, principalement au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Le centre de commandement de l'armée américaine, l'Africom, se trouve à Djibouti. Il héberge à lui seul 4 000 soldats et personnels. Washington a annoncé mercredi dernier un premier ajustement de ses forces sur le continent. Le Pentagone remplace une unité de combat par des instructeurs afin de mieux concurrencer la Chine et la Russie en Afrique. Cette réorganisation peut être interprétée comme un premier retrait des troupes américaines. En visite au Sénégal, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, s'est voulu rassurant. Nous ferons ce qu'il faut collectivement, j'en suis convaincu, collectivement. Les forces sénégalaises dans la région, les partenaires européens, les États-Unis, la France, l'Amérique, nous avons pour obligation de réussir à assurer la sécurisation de la région. C'est ce qui permettra la croissance économique. L'économie, autre enjeu pour les États-Unis en Afrique. Pour sa tournée, Mike Pompeo a choisi l'Angola, deuxième producteur de pétrole du continent. Les États-Unis cherchent à rattraper leur retard en termes de relations commerciales avec l'Afrique, continent
où la Chine est très présente. On en vient à ces nouvelles violences dans le Sahel. Une attaque meurtrière au Burkina Faso. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 autres blessées ce dimanche dans le village de Panzi situé dans la province du Yaga, dans le nord du pays. Plus de précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Khalid-Oussi. Selon plusieurs sources, l'attaque s'est déroulée dimanche au moment de la messe, lorsque des individus armés non identifiés ont investi le village de Panzi, situé au nord-est du Burkina Faso, pour exécuter des villageois. Mais le communiqué du gouverneur du Sahel qui nous est parvenu ce jour ne fait pas mention de l'attaque de l'église protestante. Il est plutôt indiqué que c'est le village qui a été ciblé par les terroristes, même si le pasteur fait partie des victimes. Le communiqué précise également que les assaillants ont séparé les villageois de Panzi et les non-résidents avant leur tuerie. Quoi qu'il en soit, le bilan est très lourd, 24 morts et 18 blessés qui ont été évacués dans les villes de Dori et de Seba depuis le début de l'année 2020. Au moins 100 civils ont été tués dans des attaques terroristes au Burkina Faso, principalement dans les régions centre-nord et régions du Sahel. Des attaques pas toujours revendiquées, mais généralement attribuées aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, ou à l'État islamique province Afrique de l'Ouest, ce qui a pour conséquence directe un déplacement massif de population. Depuis le début de l'année 2019, 600 000 personnes sont des déplacés internes au Burkina Faso, selon l'UNICEF. Au Rwanda, le chanteur de gospel Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. La police évoque un suicide. Arrêté jeudi dernier dans le sud du pays, les autorités le soupçonnaient d'avoir tenté de se rendre au Burundi voisin. Survivant du génocide, le chanteur était connu pour être un chantre de la réconciliation entre Hutus et Tutsis. Les précisions de notre correspondant Simon Wolfart. Au terme de 3 jours de détention dans le poste de police de Remera à Kigali, le chanteur de gospel Kizito Mihigo a été retrouvé pendu dans sa cellule ce matin vers 5 heures. Arrêté jeudi 13 février, il était accusé d'avoir tenté de traverser illégalement la frontière burundaise dans le but de rejoindre un groupe armé. Auparavant très reconnu dans le pays, le chanteur rwandais s'était attiré les foudres du gouvernement après une chanson controversée. Sa musique rapidement interdite, il est accusé 2 ans plus tard de conspiration et d'entretenir des liens avec les rebelles du FDLR et le Rwanda National Congress. Le chanteur est alors condamné à 10 ans de prison. En 2018, Kizito Mihigo avait été finalement libéré par grâce présidentielle comme l'opposante Victoire Ingabire. Aujourd'hui, le bureau des enquêtes rwandais annonce ouvrir une enquête sur les circonstances de sa mort. Le chanteur rwandais n'est pas le premier à mourir en détention. En 2015, le médecin personnel du président Paul Kagame, Emmanuel Gazakure, avait été abattu par la police alors qu'il était en détention. En Algérie, des milliers de personnes ont défilé dimanche à Kharrata, dans l'est du pays. C'est dans cette ville, déjà entrée dans l'histoire à l'époque coloniale, que la première manifestation contre le 5e mandat du président Bouteflika s'est tenue le 16 février 2019. Cette marche spontanée a donné le coup d'envoi à une vague de contestation populaire sans précédent contre le pouvoir. Elle a abouti sur la démission du président Bouteflika le 2 avril. Et justement, on va rester en Algérie dans quelques jours. Ce mouvement de contestation va marquer son premier anniversaire. C'était le 22 février 2019. Suite à un appel sur les réseaux sociaux, les Algériens étaient des millions à braver la peur et l'interdiction de manifester à Alger, la capitale, pour dire non au 5e mandat du président Bouteflika. Depuis, la mobilisation se poursuit. Chaque mardi et chaque vendredi, les Algériens sortent dans la rue pour réclamer une nouvelle république. Nous retrouvons notre correspondant à Alger, Monsef Aïd Kassi. Monsef, cette semaine sera marquée par de nombreux événements et surtout par des réunions. Y compris bien sûr celle d'hier, puisque des activistes du Hirak, le mouvement populaire, se sont réunis hier pour annoncer, je cite, une rencontre nationale inclusive. Elle se tiendra le 20 février à la salle Omnisport Hafsa Hassan à Alger. La salle a donné son accord, mais les autorités algéroises toujours pas. Alors il y avait hier des journalistes, des comédiens, des étudiants, des membres de la société civile et des militants des droits de l'homme. Et les objectifs consisteront à envisager des perspectives, créer une plateforme unitaire, trouver les moyens à même de concrétiser
sur le terrain les revendications populaires et surtout comment développer ce mouvement et aller vers une Algérie plurielle et démocratique. Les motivations des personnes concernées présentes hier, c'est-à-dire d'aller vers cette conférence nationale, ont été largement expliquées de sorte à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, à savoir laisser la démarche ouverte, ne pas parler au nom du Hirak surtout, n'exclure personne malgré les différences idéologiques. Il ne devrait donc pas y avoir d'exclusivité dans le militantisme ni de condamnation des personnes, car tous les Algériens qui le souhaitent devraient être les bienvenus pour parler de l'Algérie autour d'une table, y compris bien évidemment leurs multiples propositions au sein du Hirak. Les participants devraient donc ensuite adopter ce qui est appelé la proclamation du 22 février et qui va, selon eux, acter cette révolution. Voilà en gros ce qui a été présenté et annoncé hier par des activistes et non pas des représentants du Hirak lors de cette rencontre tenue, je le rappelle, très difficilement puisqu'elle a été interdite dans un premier temps par les services de sécurité. Les initiateurs ont dû trouver un autre endroit pour le rassemblement. Merci beaucoup, Monsef Haït Kassi, notre correspondant à Alger. On suivra bien évidemment avec vous tous ces événements cette semaine. Et on va parler à présent du bois de Vène. Il s'agit d'une matière précieuse très prisée par les consommateurs chinois. Il sert à fabriquer des meubles de luxe et ce bois, on le retrouve dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Il est menacé d'extinction à cause de la forte demande chinoise. Au Mali, des insuffisances et un vide juridique au niveau des lois forestières permettent de l'exploiter en grand nombre vers la Chine. Herman Bocco, journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24, a enquêté sur ce sujet. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Herman. Bonsoir Merci Myriam. d'être avec nous. Alors Herman, comment a commencé votre enquête ? Alors, tout est parti de vidéos et d'images qui ont été envoyées à la rédaction des Observateurs. Sur ces images, on voit des ouvriers chargés du bois dans des camions destinés à l'exportation. Ces vidéos que nous voyons à l'écran proviennent des usines de l'entreprise GIB, la Générale Industrie du Bois, qui est la grande entreprise exportatrice de bois de Vène, qui exporte des milliers de mètres cubes de bois de Vène par an en Chine. Alors, pour expliquer, le bois de Vène est en fait, comme vous l'avez dit tantôt, une espèce de bois de rose. C'est une essence précieuse qui est... Et on le voit sur les images d'ailleurs. On le voit sur les images d'ailleurs, qui est prisée en Chine. Cela sert à fabriquer des meubles de luxe. La Chine, elle en importe énormément. Donc, en 2014, par exemple, la Chine a importé près de 2 millions de mètres cubes de bois de rose, y compris le bois de Vène, à tel point que la convention qui régule un peu le commerce international des espèces menacées l'a classé parmi les espèces vulnérables, c'est-à-dire que son exportation n'est pas interdite, mais doit être très strictement contrôlée. Et pourtant, le bois de Vène continue d'être exploité en grand nombre vers la Chine. Oui, l'exploitation de ce bois se fait un peu à la limite de la légalité parce qu'en réalité, les exportations de bois brut sont interdites au Mali. Il faut que le bois soit transformé avant d'être exporté. L'idée est de promouvoir un peu une économie locale dans l'industrie du bois, sauf que l'entreprise GIB exporte quand même le bois sous la forme sciée ou équarrie. Vous voyez un peu à l'écran un exemplaire du permis que nous avons obtenu et qui, selon des experts au regard des lois maliennes, ne devrait pas être délivré par l'administration. Alors, quel est le problème avec ces permis d'exportation, Herman ? Au fait, les permis autorisent l'exportation de bois de Vène. Ces permis, au fait, autorisent l'exploitation de bois qui ne sont pas du tout transformés. Parce que selon des experts, le bois scié ou le bois équarri, ce n'est pas du tout du bois transformé. Ce sont des bois qui ont reçu quelques coups de tronçonneuse sur les côtés pour qu'ils soient plus facilement chargés dans les conteneurs. Mais nous avons interrogé justement le PDG de cette entreprise. Alors, pour lui, il dit qu'il n'est pas dans l'illégalité, qu'il est dans la légalité, qu'il a reçu ses permis de manière assez légale. Alors, il dit pour lui, bois équarri, c'est égal à bois transformé. Et il n'a pas tout à fait tort parce que les lois forestières au Mali ne sont pas assez claires un peu sur le degré de transformation du bois, ce qui laisse le champ libre au fait à diverses interprétations. Et l'ONG, par exemple, américaine, qui travaille beaucoup sur la question, pour elle, au fait, ce n'est pas du tout une surprise parce qu'au fait, c'est assez classique. Parce que dans les pays, au fait, les lois sont très souvent floues au niveau des pays. Ce manque de clarté, au fait, permet aux trafiquants, aux entreprises d'exporter massivement du bois brut ou très, très peu transformé. Alors, en 2007 et 2019, par exemple, le Mali a exporté plus de 155 000 mètres cubes de bois de Vène, évalué à près de 114 millions d'euros
avec des conséquences fâcheuses un peu sur l'écosystème. Très rapidement, quelles sont les conséquences? Comme je le disais un peu tantôt, les conséquences écologiques et environnementales sont énormes, surtout dans la région de Caille où ce bois est très très exploité. Ce sont des bois en fait centenaires qui captent beaucoup de CO2 et donc du coup leur exploitation favorise un peu la déforestation et le réchauffement climatique. Alors merci beaucoup Herman pour toutes ces explications et cet éclairage sur votre enquête. On peut retrouver donc cette enquête sur le site internet de France 24, rubrique Les Observateurs. Merci beaucoup Herman. Merci Myriam. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.